Terre, notre planète, notre seul espace de vie, que nous partageons avec l'ensemble des autres espèces vivantes, la biosphère. Les lois de la gravitation font que l'humanité n'a pu exister sans se projeter sur cet espace physique et vivant. Le monde, notre planète d'ici à 2050, connaîtra sa plus rapide progression urbaine, une concentration de population des villes jamais égalée dans l'histoire. 6,3 milliards d'humains peupleront les régions urbaines de tous les continents. L'humanité aura ainsi plus que doublé sa population urbaine en seulement 40 ans. Le sens et les enjeux liés à cette réalité sont donc immenses et inédits. En effet, se loger, trouver refuge, trouver protection et abri sous un toit, seul ou avec les siens, au-delà de l'évidente nécessité vitale pour l'humain, révèle en fait beaucoup plus que juste un instinct de survie. Il révèle surtout comment l'humanité peut faire société et projeter sur l'espace physique son organisation sociale, qui est toujours traversée de rapports de force et de relations sociales de pouvoir. L'organisation de l'accès et de la distribution du logement sur un espace urbain est donc pour l'analyste un révélateur puissant de l'état des relations sociales et politiques dans une société, un pays. Individuellement et collectivement, la population se projette d'abord par une dynamique résidentielle déterminée par des enjeux économiques, politiques et sociaux. La mobilité sociale étant étroitement liée à la mobilité résidentielle, les enjeux sociopolitiques liés à la problématique du logement deviennent pour l'analyste également un révélateur de l'état de la société. L'observation de la nature, de la distribution résidentielle dans l'espace urbain est donc un outil essentiel pour la compréhension des dynamiques sociales. C'est pourquoi ce cours va s'attacher, à travers l'exemple de Paris et de sa couronne, à montrer une photographie précise de la territorialisation résidentielle et des spécialisations sociales qu'elle induit. Cette distribution résidentielle étant en même temps le produit et le producteur des différenciations sociales et territoriales. Elle organise l'espace comme un reflet fidèle des stratifications sociales. Manuel Castells, sociologue espagnol, un des plus grands spécialistes des questions de l'urbanité, et qui fut nommé ministre de l'enseignement supérieur en 2020 en Espagne, nous rappelle dans un ouvrage de 1972, qui fit date dans le monde universitaire à l'époque, et qui est toujours d'une redoutable pertinence et actualité. La distribution des résidences dans l'espace produit sa différenciation sociale et spécifie le paysage urbain, puisque les caractéristiques des logements et de leur population sont à la base du type et du niveau des équipements et des fonctions qui s'y rattachent. La distribution des lieux de résidence suit la logique générale de la distribution des produits et par conséquent opère des regroupements en fonction de la capacité sociale des sujets et de leur statut professionnel, du niveau d'instruction, de l'appartenance ethnique, de la phase du cycle de vie, etc. On parlera en conséquence d'une stratification urbaine correspondante au système de stratification sociale. La manière dont s'organise en fait une société sur l'espace urbain et qui est le reflet de son organisation sociale en tant que construction et structure des rapports sociaux. Il rajoute toujours, page 218, si telle est la tendance générale, elle n'explique pas à elle seule la composition résidentielle d'une agglomération. Car d'une part, toute ville étant l'enchevêtrement historique de plusieurs structures sociales, il y a des mélanges et des combinaisons particulières dans la distribution des activités et des statuts dans l'espace. Et d'autre part, toute société est contradictoire et les lois générales ne sont que tendancielles. Ainsi donc, et il est important de toujours le garder en tête, la société n'est jamais figée. Elle est faite de transformations permanentes. Ces transformations sont issues de ses propres tensions internes,
tensions économiques, mais également politiques, qui font que les populations les subissent ou les décident selon leur place sur l'échiquier social, selon leur place au niveau de leur capacité de prise de décision politique. La transformation de la décision politique en œuvre concrète, en action concrète de transformation. À ce titre, l'espace urbain et les tissus des villes deviennent la superposition des différentes étapes historiques de ces transformations et tendances. C'est ce que nous tenterons de voir dans une première partie de ce cours, mais également à travers les notions clés que nous allons utiliser un peu plus tard. Cette tendance générale, cette tendance de la transformation sociale à travers son observation sur le territoire d'une ville, notamment à travers la question du logement, et qui nous intéresse ici, est donc fortement déterminée dans sa dynamique par l'état des enjeux économiques et politiques à l'œuvre sur un territoire. Ce qui veut dire que la tendance ne veut pas dire qu'il n'y a pas fixation. La fixation n'étant pas éternelle, elle peut quand même durer très longtemps, dans ces grandes, on va dire, logiques. Les études menées aux États-Unis dans les années 50 par l'école de Chicago ont démontré que la stratification spatiale repose sur l'enchaînement des mécanismes suivants. 1. Les caractéristiques sociales, dont parlait d'ailleurs Manuel Castells, tendent à former des grappes spatiales, c'est-à-dire des concentrations inscrites dans l'espace de la ville et du logement. Plus ces caractéristiques sont proches, plus elles tendent à se regrouper spatialement. C'est-à-dire que plus les gens appartiennent au même milieu, socio-économique et culturel bien évidemment, mais cela découle, cela suppose qu'ils vont essayer de se rapprocher les uns des autres et se fixer ensemble sur une même partie du territoire urbain. 2. Le principe essentiel qui influence la distribution des résidences dans l'espace, c'est le prestige social. Chacun de nous recherche à reconnaître sa réussite sociale, les signes extérieurs de sa réussite de vie, à travers la projection qu'il peut en faire dans l'espace de son logement, mais aussi de l'environnement de son logement. L'expression positive en est la désirabilité sociale, c'est-à-dire la préférence pour des voisins semblables qui vous renvoient cette image de réussite. L'expression négative est bien sûr la distance, la distanciation sociale, je ne parle pas du Covid, qui est le rejet des voisins trop différents, qui sont perçus comme étant agresseurs, agressifs envers cette image de réussite. Et puis 3, la distribution résidentielle du revenu, expression de la sanction sociale, positive ou négative, d'un travail donné, va déterminer l'accessibilité à l'espace résidentiel désiré. Bien entendu, cela signifie très fortement que le logement est un produit comme les autres, une marchandise comme les autres dans un environnement capitaliste et que de ce fait, l'offre et la demande jouent à plein régime s'il n'y a pas de régulation politique d'un État, par exemple. Ce cours se déclinera donc en 3 grandes parties qui correspondent aux 3 notions bien connues des sociologues et urbanistes qui définissent les 3 grandes tendances à l'œuvre sur les territoires urbains occidentaux et particulièrement visibles dans les dynamiques résidentielles en Île-de-France. Ces 3 notions sont la gentrification des villes-centres, la périurbanisation autour des villes-centres aussi, et la relégation dans les quartiers et zones populaires. Nous reviendrons bien entendu en détail pour définir et expliquer comment ces 3 notions se comportent. Ces 3 dynamiques vont se développer de concert et sont observables partout en Europe et en Amérique du Nord. Elles se développent de concert car elles dépendent de la même interaction de causalité. Et de plus, elles influent l'une sur l'autre. L'exemple de la région parisienne est très symptomatique de la conjugaison de ces 3 mouvements. Symptomatique car très parlant des choix politiques et économiques qui sont en cours dans notre pays et qui dessinent déjà un projet de société qui devient de plus en plus visible, de plus en plus lisible et hélas de moins en moins risible. Jacques Donzelot, sociologue français, spécialiste du social et de l'urbain, nous dit dans un ouvrage important paru en 2006
quand la ville se défait. Page 23. La ville se défait alors selon 3 tendances qui portent ces diverses composantes sociales à s'ignorer. Les minorités et les pauvres subissent un processus de relégation dans les cités d'habitat social. Les classes moyennes, petites, intermédiaires et aisées se réfugient dans les communes rurales avoisinantes qui s'urbanisent ainsi et reçoivent l'appellation générique de périurbaines. Ce processus de périurbanisation s'étend régulièrement selon une logique qui porte les plus pauvres des classes moyennes, puis les retraités, à s'installer toujours plus loin, là où le foncier est le moins cher et où la tranquillité est plus grande. Les centres sont affectés, eux, par la gentrification à une population cultivée, soucieuse d'un accès privilégié aux avantages de la centralité. Jacques Danzelot nous parle bien ici de l'impact sur la société que ces stratégies et ces dynamiques résidentielles ont, c'est-à-dire un éclatement des solidarités sociales, un éclatement des composantes, on va dire, hétérogènes, mais qui sont en cohésion car partageant un même projet de société. Nous assistons donc à un éclatement et le logement devient un élément de lecture extrêmement important car visible à tout un chacun, à condition bien sûr de pouvoir analyser les indicateurs et les variables qui permettent de le comprendre. Ce cours va donc s'attacher un petit peu à cela. Je parlerai donc dans ce cours évidemment de la gentrification parisienne, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément et un peu sans véritable analyse la boboisation de Paris. Nous verrons que le terme boboisation, même s'il est extrêmement utilisé, en réalité cache une réalité un peu plus complexe et beaucoup plus importante que ça en a l'air. Je reviendrai bien sûr là-dessus. Donc, processus observable à Paris et qui, de fait, va impacter l'ensemble de la couronne parisienne, voire de la grande couronne parisienne, par un processus d'attractivité et en même temps répulsion. Voilà, nous verrons cela. Nous parlerons bien évidemment aussi de la périurbanisation, c'est-à-dire tout ce qui est en train de se passer autour de Paris par ce phénomène-là, dans les communes et les petites communes avoisinantes. Et puis, bien sûr, des quartiers populaires, essentiellement composés par leur histoire, de logements sociaux qui ont été construits à grande échelle. Et nous nous poserons une question fondamentale qui est celle de l'avenir du logement social, qui est corrélé à l'avenir même des catégories populaires, des classes populaires, de ce par quoi elles sont composées en termes de stratification sociale et surtout du projet de société et de la place qui leur est réservée par ce mouvement qui traverse pas seulement la France mais aussi ce mouvement politique qui traverse l'ensemble de l'Europe. Voilà. Mais avant cela, une petite introduction sur l'histoire de Paris, c'est-à-dire pourquoi Paris est Paris, pourquoi Paris ressemble à Paris, notamment par sa construction en termes d'arrondissement, n'est-ce pas? Et nous parlerons bien évidemment des grands travaux haussmanniens commandés et projetés par Napoléon III. Nous verrons donc ainsi comment une volonté politique peut transformer radicalement un espace urbain, radicalement la distribution des populations au sein de cet espace urbain et figer de manière assez longue des distributions sociopolitiques, socio-économiques dans un espace aussi touffu, aussi dense que la ville de Paris.